Salut et bienvenue à toutes et à tous, heureux, n'est-ce pas, de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour, n'est-ce pas, attendre et regarder, n'est-ce pas, cette émission, le grand soir. Le grand soir de ce mardi 22 avril 2025, deux sujets vont nous intéresser, on peut dire, hein, un sujet phare et puis un sujet de mise en bouche. Tout d'abord, nous parlerons de l'actualité avec la mise en bouche. Fin des gros bras, le ministre de l'administration territoriale signe donc la fin de la récréation en ce qui concerne donc l'opération des gros bras. Vous avez déjà certainement assisté à ces événements ou dans les quartiers où les gros bras viennent après, n'est-ce pas, une décision de justice ou bien avant même cette décision de justice, ou alors parfois même pour déménager ou faire déménager certaines personnes contre, n'est-ce pas, les institutions, contre la loi. Mais le ministre de l'administration territoriale estime que cela crée beaucoup de problèmes dans la vie des Camerounais et qu'il faille, n'est-ce pas, mettre fin à cela. Fin des gros bras. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, signe donc la fin de la récréation. Nous allons essayer de comprendre, n'est-ce pas, cette situation. Également dans cette émission, mesdames, messieurs, nous parlerons du retour et investissement de la diaspora camerounaise. Qu'est-ce qui coince la diaspora camerounaise? Alors, le retour et en ce qui concerne l'investissement de cette diaspora, c'est quoi le problème véritablement? Beaucoup se plaignent que du moment ils ont peut-être une double nationalité pour rentrer, c'est un problème. D'autres estiment que étant même et gardant même cette nationalité, du moment ils ont vécu ailleurs, rentrer au pays, essayer, n'est-ce pas, apporter un plus au pays. Il y a donc beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles. De quoi est-il question? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons essayer de comprendre cela dans cette émission. Pour en parler, nos panélistes arrivent en compte-gouttes, mais ils arrivent tout de même, ils seront tous là. Nous aurons sur le plateau la diaspora, nous aurons également ceux-là qui sont habitués avec nous. Parmi ces personnes-là, nous avons donc Ferdinand Kungu. Bienvenue. Bonjour Apollinaire, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes communicant, vous êtes d'abord militant engagé. Vous êtes militant engagé. Hein, je peux le dire. Militant, très engagé. Ah, vous avez dit militant. Militant engagé, militant très engagé. Très engagé, membre de la sous-commission communication, comité central RDPC. Ok. Nous sommes heureux de vous avoir ce jour. Et ça coïncide parce que vous êtes désigné pour représenter le Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Et en ce jour, un sujet comme simple coïncidence, nous parlerons de la diaspora. Et puisque vous êtes en connexion avec cette diaspora-là, d'ailleurs, il y a une ONG 237 Suisse dont vous représentez. Action, oui. Action 237 Suisse. Action, voilà, Action 237 Suisse. Une ONG suisse qui a son antenne au Cameroun et dont je suis le représentant résident. Tout à l'heure, nous allons parler, n'est-ce pas, de la diaspora. C'est quoi cette ONG Action 237 Suisse? Bon, disons, Action 237 Suisse ne fait pas dans l'entre-gens ou la mise en commun ou bien l'encouragement de l'initiative de la diaspora. On s'est dit avec les différentes crises que traverse l'État du Cameroun, il fallait qu'il y ait une société civile qui, au-delà de défendre les droits de l'homme, d'accompagner ceux qui sont opprimés, il fallait travailler aussi à combattre ceux qui peuvent être un danger pour justement la promotion des droits de l'homme, notamment dans les conflits. Vous savez que dans les conflits, les acteurs qui sont porteurs de violences posent beaucoup d'actes qui sont hors la loi, qui sont des actes qui violent les droits de l'homme. Nous n'arrivons pas à comprendre. Non, j'étais en train... Action 237 Suisse. Lorsque nous voyons Suisse, nous comprenons que
c'est localisé du côté de l'Europe. Oui, c'est une ONG. Mais est-ce qui lutte contre, n'est-ce pas Je vais y arriver, vous m'avez coupé. Oui, allez-y. J'étais en train d'y je plantais juste le décor. Le décor, allez-y. Nous nous sommes donc dit que tout en défendant les droits de l'homme, il fallait qu'on lutte contre l'impunité, enfin contre le financement des actes terroristes. C'est-à-dire que contre le financement et contre tous ceux qui, par le comportement, par les actes, hein, contribuent ou bien construisent des actes terroristes au Cameroun. Et quand vous prenez la crise du Nozo, on y est d'ailleurs très impliqué, parce qu'on a essayé de porter plainte dans des tribunaux en Europe. Certains tribunaux ont d'ailleurs requalifié, nous sommes allés aux tribunaux qui avaient la compétence, on a requalifié les actes de certains leaders embaumés en actes de guerre, actes terroristes. Ça nous a permis... On peut donc comprendre très facilement, Ferdinand Koungou, que Action 237 Suisse œuvre plus dans la lutte contre les droits de l'homme. Plus oui, dans les droits de l'homme. Pour la défense des droits de l'homme. Défense des droits pour de l'homme. La défense des droits de l'homme. Pour la défense des droits de l'homme. Merci. Même si je sais Sauf que j'ai beaucoup à propos, justement, mais bon, comme l'émission... On aura tout. Et cela, nous aurons la mise en bouche vous permettra, n'est-ce pas, d'aller plus en profondeur, parce que j'ai déjà des questions au niveau Bien là, sûr. de comprendre. Est-ce que cette diaspora-là, est-ce qu'elle doit... Qu'est-ce qui est prioritaire? Les droits de l'homme ou alors l'investissement, sortir le Cameroun de ce sous-développement-là? On y revient dans un instant. Le temps pour nous d'accueillir celui-là que j'appelle patriage. Bon, peut-être, ça dépend aussi, hein, le patriage chez vous, c'est qui, hein? Est-ce que c'est l'âge? Et si oui, à quel âge? Mais lorsqu'on a œuvré, on a été un grand journaliste et qu'on a une grande gueule. Certains disent grosse gueule, ou alors grande gueule, moi je préfère rester là. Et que lorsqu'on dit des choses, on dit des choses intéressantes et qui éduquent. Comment ne pas avoir François Bikoro tous les jours sur mon plateau? Vous avez constaté que c'est presque mon panéliste, je ne veux pas dire préféré, mais qui est toujours là. Bienvenue, bonjour, François Bikoro. Bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. C'est une chance que chaque fois vous m'appelez ici pour venir apporter ma pierre angulaire dans cette émission qui depuis un certain temps devient un ante de formatation de la culture politique, économique et culturelle de notre pays. Merci d'être là ce soir. Vous restez activateur politique, c'est-à-dire vous ne voulez pas trop entrer dans les affaires de partis politiques, mais plutôt la vision politique, et vous restez donc cet activateur-là. J'essaie autant que faire se peut de permettre une meilleure compréhension des acteurs politiques. La plupart du temps dans notre pays, on croit que ça s'arrête au nom parti politique, mais les partis politiques charrient une manière de voir le pays, et la plupart du temps, leur clientèle, que le peuple, dans ce brouhaha, des gens qui ne pensent qu'au poste politique, on n'arrive pas toujours à cerner quelle est leur vision, quelle est leur idéologie et surtout quels sont les moyens qu'ils sont prêts à mettre en œuvre pour que les Camerounais participent à la construction de leur pays. Donc c'est une sorte d'intermédiation intellectuelle que je mène entre les partis politiques, l'administration qui... Entre les partis politiques. Entre les partis politiques. L'administration qui régule les partis politiques et le peuple qui, grâce à ce que la Constitution a prévu, aide les partis politiques à concourir à l'expression du suffrage universel. Est-ce que vous n'avez pas une particularité? Est-ce que vous n'avez pas une préférence? Pas particularité, une préférence. Je vais prendre un exemple. Là, c'est le grand soir, c'est aussi un peu la causerie. Tout à fait. Du soir. Nous avons eu donc la nomination de Monique Ndongo au Conseil constitutionnel. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive, certains estimant que fervent militant, n'est-ce pas, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre très influent au niveau de la vie politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Finalement, après avoir été sénateur, là voilà,
qui est donc nommé au Conseil constitutionnel. Je rappelle, cette institution qui a le dernier mot sur, n'est-ce pas, non seulement les élections, mais également les choses les plus importantes de la République. Étant militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'ayant pas démissionné, elle est nommée. Est-ce qu'il n'y a pas une particularité? La polémique, elle est là, même si constitutionnellement, juridiquement, cela donne droit au président de la République de nommer qui il veut à un certain poste, notamment au Conseil constitutionnel. Là, vous avez répondu à votre propre question au plan réglementaire institutionnel. Oui. C'est-à-dire que sa nomination n'est ni illégale ni illicite. Mais je vous disais tantôt que mon travail, c'est permettre de lever un certain nombre d'incompréhensions. On a amené les Camerounais et prosaïquement les Africains à croire que le parti politique était une tribu, était une école, était une formation. C'est-à-dire que vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes infirmier, vous êtes journaliste. Je crois que quand le président de la République vous attrait à un poste de responsabilité, il vous met en situation de démontrer que vous pouvez transcender un certain nombre de clivages politiques. Si vous êtes un juriste et qu'on vous nomme magistrat de quelque part, qu'on vous nomme directeur général d'une société, en réalité vous êtes au service de la nation. Okay. Le problème et la polémique en réalité doit être entretenu quand le maçon est au pied du mur. Est-ce que les angulations qu'il met, les triangulations qu'il met pour que la maison soit debout, sont faites au bénéfice d'une tendance politique? Je crois que cela est non. Parce qu'on oublie souvent aussi que le processus politique qui part du peuple, du choix du peuple, de l'élection, des lois qui sont mises en place par un certain nombre d'acteurs qui sont en situation de majorité, on oublie toujours que c'est à la fin du processus que l'on parle de la personne qui a été nommée. Okay. Si tout a été vicié au départ, si tout n'a pas été respecté par les acteurs dès le début, je ne vois pas avec quelle magie elle peut changer la donne. C'est un peu comme le magistrat qui juge sur pièce. Si vous avez fait mal une enquête sur le terrain, vous êtes policier, vous êtes gendarme, si la population refuse de dire que tel est un voyou ou un bandit, elle ne peut juger que par rapport à ce qui est posé sur sa table. Merci. Sur les 30 millions dont nous sommes, je crois qu'il ne dépasse pas 10. Merci. Non, je voulais répondre à vous avez envie de réagir. Voilà. Il est bien vrai. Je me demandais, est-ce que le cœur de Mme Monique Ndongo ne pourra pas faiblir devant, n'est-ce pas, une situation cruciale où il faudra, n'est-ce pas, choisir une personne, un candidat de l'opposition, ou alors dire que son cœur pourrait fléchir parce qu'elle sera devant, c'est essayer un peu d'enlever tout le sérieux qu'a une structure comme le Conseil constitutionnel, où tous les actes du Conseil constitutionnel sont habillés par l'impartialité. Et tous les membres, une fois membres du Conseil constitutionnel, les actes que vous posez en cette qualité sont habillés par l'impartialité. Ça, c'est d'un. De deux, les gens confondent la morale au droit. Et ça, c'est le débat créé par ceux qui, au lieu de travailler pour aller gagner les élections, ils préfèrent créer des polémiques autour pour justifier un peu leur échec demain, après le 25, après octobre. C'est-à-dire que... Vous voyez déjà l'échec? C'est aussi comme ça qu'eux aussi se disent que non. Lorsqu'on nomme Ferdinand Koungou au Conseil constitutionnel, lui, fervent défenseur du Rassemblement démocratique. C'est faux. Laurent Fabius était du PS, il était au Conseil constitutionnel. Oui. Alain Juppé l'a été. Ils ne sont pas partis, ils n'ont jamais démissionné de leur parti. Mais les actes qu'ils posaient en tant que membre du Conseil constitutionnel étaient habillés par l'impartialité, puisque c'est un arbitre qui a en son sein plusieurs éléments. C'est-à-dire que le rôle qu'elle va jouer, c'est quoi? Prendre des procès-verbaux qui donnent un adversaire autre que celui qui est son candidat préféré et les déchirer pour déclarer. C'est ça que vous pensez qu'il pourrait faire? Il ne faut pas confondre la morale au droit. Okay. Les gens veulent... Non, c'est une question très importante. Je n'ai pas fini. Les gens veulent confondre. Là, nous parlons du droit. C'est-à-dire que qu'est-ce que notre droit dit? Le président de la République nomme au Conseil constitutionnel. Et quand vous êtes nommé au Conseil constitutionnel, les actes que vous devez poser sont habillés par l'impartialité. D'ailleurs, vous n'avez pas la marge de manœuvre pour
fausser les données en tant que seul élément. Il faudra convaincre tout le monde pour poser un tel acte. Surtout que les pièces qui vous arrivent sont déjà en doublon, tenues par ceux qui vous les apportent. C'est pour ça qu'il y a un contentieux post-électoral, c'est-à-dire qu'après les élections. Donc il faut qu'on... La morale ici voudrait qu'on dise que non. Est-ce que quelqu'un qui est du RDPC peut être impartial une fois au Conseil constitutionnel? La réponse c'est oui. Parce qu'au Conseil constitutionnel, la marge de manœuvre pour agir en tant que militant du RDPC est nulle. Merci. Mais sur le plan du droit, le président de la République a nommé un membre du Conseil constitutionnel et notre droit à la Constitution, notamment le lieu autorise. On est là en plein sur le plan de la légalité. Merci bien. Merci à vous. Je crois que... Si vous permettez que j'ajoute... Vous voulez vraiment que l'on entretienne un débat à ce niveau? Le monsieur qui proclame le BEPC, le baccalauréat ou le probatoire, à la radio Cameroun à 20h, a-t-il une qualité pour changer les résultats qui sont le fruit de ce que l'enfant a fait au cours de l'année? Peut-il y mettre le nom de son enfant qui peut être concourant à cet examen? Non. Ok, voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Nous aurons certainement à redire ou à faire un débat prochainement. Le temps pour nous d'avancer et de prendre tout de suite et maintenant la mise en bouche de ce jour. La mise en bouche, je vous le disais, je vous l'annonçais, en début d'émission, ordre public, fin des gros bras au Cameroun. Vous qui nous suivez peut-être à l'étranger, vous posez la question, c'est qui les gros bras? Les gros bras, ce sont ces personnes qu'on va souvent chercher pour soit faire déménager une personne, ou alors mettre un certain nombre, je ne veux pas dire d'ordre, ce n'est pas toujours l'ordre, mais le ministre de l'administration territoriale estime que c'est un peu de trop. Alors, dans une lettre qu'il vient de publier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Latangandji, frappe du poing sur la table face à un phénomène qui gangrène l'exécution des décisions de justice, l'intervention des groupes d'individus communément appelés gros bras. Alors, pratique illégale et courante selon, n'est-ce pas, le ministre de l'administration territoriale. Le phénomène est désormais bien connu dans les grandes villes camerounaises. Des groupes d'hommes musclés sans mandat légal sont régulièrement déployés lors des procédures de recouvrement forcé de créances, d'expulsion ou de déguerpissement opérant en marge de la légalité. Ces milices privées se substituent illégalement aux forces de l'ordre légitime. Dans sa correspondance adressée au gouverneur des régions, le ministre dénonce donc sans ambiguïté cette pratique. Des groupes d'individus qualifiés de gros bras sont très souvent utilisés dans des procédures de recouvrement forcé de créances. Voilà, ce qui fait donc beaucoup de problèmes au niveau de la justice. Parfois, vous n'avez pas raison au niveau de la justice, mais vous faites recours à ces gros bras et ça devient toute une fonction. Il y a d'ailleurs, comme le disait le communiqué, des milices qui sont formées pour, n'est-ce pas, venir intervenir illégalement. Peut-on véritablement assister à la fin des gros bras? Comment comprendre l'existence de ce phénomène, Monsieur Kungu? Non, je crois que c'est une dérive très grave. Et le ministre de l'administration territoriale fait bien de faire ce rappel utile, parce que le spectacle est souvent désolant. C'est des individus qui ont pour seule qualité peut-être quelques exercices de musculation, et qui se sont organisés en groupe, que ceux qui veulent faire appliquer... C'est même un mariage incestueux. C'est-à-dire qu'on prend une ordonnance d'un juge qui demande d'exécuter peut-être une expulsion, une perquisition, ou bien une saisine pour la poser d'un scellé. Et puis, au lieu de solliciter les forces de défense et de sécurité, qui sont d'ailleurs disposées pour ça, puisque c'est une procédure, c'est un jeu à trois, on va solliciter plutôt des renégats, parce qu'il faut le dire au quartier, qui, une fois sur place,
deviennent violents et très agressifs. Vous pouvez même assister d'ailleurs à des vols, parce que si c'est une perquisition, il y a des individus qui vont rentrer dans votre maison, qui vont rentrer dans toutes les pièces, et qui emportent des choses. Bon, il est arrivé aussi que ceux qui subissent la décision réagissent, et on assiste parfois à des bagarres. Donc c'est une dérive très grave. Il faut rentrer à l'orthodoxie. Il faut qu'on rentre à une ordonnance de juge. On sollicite soit des éléments de la gendarmerie, soit les éléments de la police pour aider à l'exécution de cette décision. Il est pas potable qu'on voit un huissier de justice accompagner des individus qui n'ont ni qualité ni quantité pour participer à l'exécution d'une décision de justice. C'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire. Surtout si le MINAT, qui est responsable et garant de l'ordre public, se rend compte qu'il y a déjà des groupes structurés qu'on peut solliciter moyennant paiement. Ça veut dire qu'on peut aussi solliciter ces groupes, et nous sommes dans une année très délicate, les élections présidentielles sont en octobre, c'est une élection très importante. Ces groupes peuvent aussi être sollicités pour d'autres fins. Vous dites peuvent être sollicités pour d'autres fins, c'est-à-dire que l'adversité politique... J'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce parce que nous sommes à cette année électorale que l'on constate, le ministre de l'administration territoriale vient constater en ce moment l'illégalité de ces milices? Si vous lisez le communiqué, il va vous dire qu'il lui a été amené de constater, si vous faites une rétrospective, il y a 2-3 ans, il faisait le même rappel. Ça veut dire que les vieilles habitudes ont la peau dure, très dure d'ailleurs. Et quand ça commence à devenir récurrent, parce que le ministre de l'administration territoriale ne sort pas pour communiquer au hasard, ça veut dire qu'il a eu un ensemble d'éléments qui lui ont été remontés. Il est obligé de venir faire un rappel et de demander au gouverneur d'y tenir. Ok. François Bikoro, c'est une décision assez importante. Beaucoup de personnes ont assisté à ce spectacle déplorable dans nos villes. Après une décision de justice, vous et moi avons un litige, nous sommes en justice, et puis on me donne raison. Vous anticipez parce que peut-être vous avez des moyens, vous mettez ces moyens-là sur pied, vous cherchez peut-être ces milices-là qui débarquent peut-être chez moi, me mettent dehors, et puis... alors, aujourd'hui, le ministre estime que c'est la fin de la récréation. On peut quand même se poser la question, comment est-ce qu'on en arrive là? Je crois qu'il faut constater ici comme une démission ou une défaillance dans le système de mise en exergue de l'ordre public. Parce que l'ordre public dérive de 3 choses. La première, c'est la loi. La loi définit comment est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Il y a la question de prévention des troubles. Il y a la question de sécurité. Ce dont vous faites allusion ici, c'est les moyens que les gens utilisent pour faire attraire la loi. Je crois que la réglementation a prévu ce qui doivent attraire à l'exécution des décisions de justice qui relèvent de la loi et de la sécurité d'un pays. Peut-être que dans la démission, il doit y avoir une défaillance dans le process. Parce qu'il faut aussi reconnaître que si vous êtes détenteur d'une décision de justice qui vous donne raison, et que peut-être l'administration dont on prévoit toujours dans les décisions de justice qu'on appelle les dépens, et que vous constatez que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a comme une difficulté de rentrer dans vos droits. Certains se sont donc essayés, ayant constaté comment fonctionne la République. Vous savez que les partis politiques et les gens qui se souviennent qu'une fois entrés dans un parti politique, ils sont nantis d'un certificat de refus d'obéir à la loi. Ça peut susciter auprès des citoyens comme une habitude qui est tolérée. Donc cette tolérance peut être considérée soit comme une défaillance du système, parce qu'en réalité, dès qu'on vous a donné raison en justice, la justice prévoit comment est-ce que vous allez faire pour rentrer dans vos droits. On doit vous accompagner en requérant les forces de maintien de l'ordre qui seules sont habilitées à vous accompagner dans ce sens après qu'elles aient imaginé que la décision là-dessus vous en donne droit. Mais si peut-être on constate qu'à un moment donné ça n'avance pas,
Certains se sont donc dit qu'ils peuvent un matin requérir des forces qui n'ont aucune légitimité ni aucune légalité pour le faire. Mais alors, on ne prévoit pas qu'il peut y avoir une résistance en face et qui peut amener à l'ordre public qui est menacé. Et dans ce sens, le ministre de l'administration territoriale s'est donc souvenu que ce n'était pas une bonne chose que de laisser que d'autres personnes exécutent un certain nombre de décisions qui peuvent remettre en cause l'ordre public. Dans ce sens, ça revient encore à ce que je vous disais tout à l'heure, l'éducation, l'information et la conscientisation. Vous savez que dans certaines villes comme Yaoundé, Douala et Bafoussam, Ngaoundéré, et depuis un certain temps, toutes les villes émergentes, les gens barrent la route parce qu'ils disent qu'ils ont eu deuil et qu'ils veulent, sans prendre la précaution d'avertir les forces de défense et de sécurité qui peuvent venir, ne serait-ce qu'empêcher que votre activité ne dénue la tranquillité de ceux qui sont autour de vous. Nous voyons aussi souvent, jusqu'à ce qu'on réglemente cette activité, les collectivités locales décentralisées qu'on appelle les mairies, les communes. On voit des gens qui sont aussi ont des gros bras, qui rentrent dans votre intimité, que ce soit dans votre voiture, fracassent un certain nombre de choses, sans que l'on sache s'ils ont mandat ou pas. Je crois qu'il faut apprendre aux citoyens que la justice est organisée, elle est normée, et que les personnes qui accompagnent la justice, c'est le peuple et les forces de maintien de l'ordre. Dès que vous avez une décision de justice, repartez vers la justice pour leur demander l'autorisation de requérir aux forces de maintien de l'ordre, alors que vous ne pouvez pas le faire de façon normale. Et j'ai toujours vu des forces de maintien de l'ordre accompagner les gens qui sont détenteurs d'une décision de justice qui les donne raison. Il n'y a pas de raison à ce que d'autres personnes se substituent. Non seulement à la loi. Non, c'est même pas se substituer. C'est-à-dire que certains font, c'est devenu une habitude. Puisque moi j'ai assisté à une expulsion, l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, où il y avait effectivement les éléments de gendarmerie. Il y avait une dizaine d'éléments de la gendarmerie. Mais cela n'a pas empêché à ces gros bras-là. Non, que celui qui était porteur de la décision recrute une vingtaine de gros bras, qui d'ailleurs sont devenus très agressifs, violentaient femmes et enfants, cassaient tout ce qu'ils trouvaient. Donc ça veut dire que c'est un construit chez ceux qui décident d'exécuter les décisions de justice qui leur sont favorables. Surtout ici, parce que la dérive dangereuse, c'est que c'est déjà structuré. C'est-à-dire que celui qui a la décision de justice, qui doit l'exécuter, c'est où solliciter ces gros bras. C'est préparé en avance. Des gars, des contacts, on peut aller les voir, mais c'est comme ça qu'on peut aussi demain aller les voir pour régler, c'est pas un compte à Ongba, ou encore à Bikoro qui est un aîné, ou encore à mon frère qui vient d'arriver. Oui, parce que c'est ça le danger aussi, c'est pour ça que je reviens vers vous, vous allez obligé de faire le rappel. Je reviens vers vous. Il se faisait maquiller. Il s'est fait maquiller pendant 2 fois ou 3 fois. Mais finalement, il nous a rejoint. Il a estimé le premier maquillage que c'était pas le bon. Le deuxième, c'était pas le bon. Et finalement, il nous rejoint. Alors, Dieudonné Sombatemeng, bienvenue. Merci, très cher Apollinaire Ngba. Merci d'être là. Ça va maintenant le maquillage? Oh, bon, en fait, c'est très bien, très bien. C'est vrai que la journée, vous savez, en soirée comme ça, c'est pas évident quand on a eu une journée très pleine comme la mienne a été aujourd'hui. Mais bon, j'espère pouvoir être à la hauteur du temps restant, à la hauteur des attentes. Vous n'êtes donc pas comme... Vous êtes un homme que le régime utilise en plein temps, parce que vous n'avez pas de temps libre. Bon, je ne dirais pas le régime, je m'occupe, je fais tout pour ne pas... C'est grâce à ce régime-là également. Bon, vous voulez dire... Voilà, merci. Moi, je sais que je travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de mes enfants et puis de mes proches. Ok. Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Et nous allons également accueillir la diaspora qui vient de nous rejoindre. Solange Morel, bienvenue. Bonsoir, monsieur Ongba. Vous allez bien? Très bien, merci. Depuis votre dernier passage sur ce plateau, on me fait que me demander, est-ce que c'est votre nouveau look ou alors c'était de passage? Je suis une Africaine.
Alors une africaine, il faut qu'elle soit capable d'avoir sa tête nue. Et une panafricaine aussi. Africaine et panafricaine. Ok. Je ne sais pas si je dois le dire ici. Vous m'avez toujours fait les problèmes. À chaque fois que vous avez vu François Bikoro sur mon plateau et que que je n'ai pas je vous ai pas invité. C'est vrai. Pas plus tard que vendredi encore. Je vous ai fait des... C'était des flèches. Les remarques. Oui. Mais comment vous ne m'invitez pas quand il y a François Oui. Bikoro? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai réglé le problème. Oui. Ok. Et merci. Je vous en prie, madame. Alors, nous sommes là, nous parlons des gros bras. Nous avons commencé, n'est-ce pas? Je rappelle que vous êtes de la diaspora. Vous êtes également militant d'un parti politique NMP. Oui, le nouveau mouvement populaire. Que dirige André Bandakani. purement panafricaniste. Oui, Tout à fait. je suis panafricaine. Ok. Alors, là, nous parlons donc, je ne sais pas si on parlera du panafricanisme dans les gros bras. Les gros bras, vous les connaissez? Enfin, on peut les appeler les milices qui sont utilisées après, n'est-ce pas, décision de justice par des personnes qui ont assez de moyens. Hein, peut-être pour vous déguerpir, si vous devez déménager, ou alors, parfois vous n'avez pas eu raison même en justice, mais Les gros bras sont là. les gros bras sont là, on vient vous mettre dehors. Le ministre de l'administration territoriale n'est pas d'accord avec cette activité-là et a décidé, n'est-ce pas, de mettre fin à cette activité-là. Votre regard? Je crois que dans un état de droit, une fois que la justice a fait son travail, nous n'avons pas à aller faire une autre justice au quartier, aller chercher les gros bras pour venir. C'est quoi cette histoire-là? Nous avons des huissiers, il y a la police. Si, peut-être par exemple, s'il faut sortir quelqu'un d'une maison, je vois qu'il y a le jugement, il y a eu un jugement, il y a eu une décision de justice, on n'a pas besoin d'aller chercher les gros bras. La police est là, les huissiers sont là, mais les gens qui vont chercher les gros bras, c'est une justice parallèle. Donc je crois qu'on ne sommes pas dans... Nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit. Et on doit respecter, n'est-ce pas, les décisions de justice. De justice, oui. Difficile de comprendre que, après une décision de justice, qu'on aille chercher les gros bras qui ne sont pas reconnus officiellement. Hein, certains les qualifient de milices. Non, c'est pour ça que j'ai parlé de mariage contre nature. C'est-à-dire qu'on a une décision de justice qui est l'expression du droit et de la justice. Et on va solliciter des individus aux méthodes de brigands pour exécuter une décision de justice. C'est un mariage contre nature. C'est comme si un prêtre sollicitait des bandits. Comme si un prêtre sollicitait des bandits pour l'aider à officier. Ok, nous l'avons suivi. Alors, Dieudonné Somba, vous êtes un fils du quartier. Hein? Lorsqu'on est quelque part, c'est à Kondengui, à Bogada. Bon, moi, je suis originaire d'abord du département du Fundi, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, dans la famille. Mais je suis établi et beaucoup plus résident à Yaoundé 5 par Essos, à Essos, je voudrais dire. Lorsqu'on a donc grandi à Essos, on peut comprendre que c'est un quartier pas simplement populaire, mais populeux également. Bon, en fait, j'ai grandi en bord d'Essos. Vraiment, je suis un pur des quartiers, de ces quartiers-là. Quartiers populaires. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, si vous permettez, effectivement, nous sommes sur le dossier de ces gros bras. Bon, peut-être qu'on voit ça mal aujourd'hui parce que ils excellent dans des comportements pas très bien. Mais en réalité, vous pouvez être un particulier, vous avez certainement gagné une procédure judiciaire et vous avez besoin des gens qui peuvent vous aider, soit à apporter un matériel, soit vous aider à faire quelque chose. Lors des déménagements, peut-être d'une manière logique. Oui. Bon, ce qui dérange le plus, c'est que ils ne sont pas, ce n'est pas dans un canevas juridique qui peut non seulement les protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger celui qui les a, l'acquéreur. Donc il faudrait peut-être qu'au lieu que l'État
arrête brutalement ce service ou bien cette prestation, il faudrait peut-être que notre législateur essaie de voir comment mieux régulariser cela. Parce que si un service comme celui-là est toujours sollicité, ça voudrait dire que, quoi qu'on dise, c'est un service qui est important. Maintenant, avant de continuer, c'est autre chose quand même. Fils, n'est-ce pas, des sources de Mvogada, vous savez que là-bas, ce ne sont pas les fils des hauts en haut, comme dit quelqu'un. Ce sont des gars qui se battent d'une manière ou d'une autre et qui ont ces activités-là, des activités sportives et autres. Et puis, peut-être comme vous l'avez dit, lorsque vous avez besoin d'un déménagement et autres, il y a des services, ils sont payés pour cela, mais seulement à un niveau. Ce que décrit le ministre de l'administration territoriale, c'est parfois les décisions de justice. Est-ce que c'est eux le problème ou alors ceux-là qui les sollicitent? Je voulais d'emblée vous dire que les quartiers Mvora des Sauces, ce sont des quartiers qui ont eu beaucoup de fils, qui ont été non seulement des ministres, je ne peux pas citer les noms ici, des préfets. Je peux vous dire que le préfet du Fundi, actuellement, a grandi en Mvorada. Nous avons le grand Samuel Etofis qui est presque né en Mvorada, qui a grandi en Mvorada. Donc, c'est des quartiers où des gens apprennent, comme c'est tellement dur la vie, apprennent à se chercher une vie. À se conformer. Voilà. Non, selon l'espace et les situations. Mais ce que je voulais dire, c'est là où je voulais venir tout à l'heure, c'est que, aussi très souvent, nous avons remarqué depuis un bon bout de temps, c'est que, moi je vais prendre quelques exemples, hein. Vous voyez derrière le carrefour du Texaco Omnisport, il y a un monsieur là, je sais pas, on nous disait qu'il était un haut commis de l'armée, est venu raser une dizaine de maisons d'un originaire de cet endroit-là. Bon, c'est vrai, il était accompagné par des gendarmes, mais le gros travail était fait par des gros bras. J'ai suivi il y a environ un mois et demi dans les réseaux sociaux une dame, une vieille maman à Oja qui se plaignait. Je pense que vous tous vous avez vu ça. C'était aussi beaucoup plus par des gros bras. C'est que, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que davantage cette prestation-là puisse être, qu'il y ait des textes encadrant bien cette profession qui peut être utile. Parce que si moi j'ai gagné une procédure et qu'il faudrait que les gendarmes m'accompagnent pour peut-être pour une expulsion ordonnée par un juge, un huissier autre, c'est-à-dire j'ai toutes les procédures légales pour pouvoir déguerpir quelqu'un et que les gendarmes, à un moment donné, ils viennent seulement là pour vous encadrer. Hein. Un gendarme ne va jamais se mettre là, il porte les chaises, il porte ceci. Non, ce sont ces gros bras-là qui peuvent vous aider à porter ce matériel-là. Mais l'important serait que déjà qu'ils soient formés. C'est-à-dire quand on vous délivre une certification à la matière, quand on vous donne déjà votre canevas, quand vous recrutez ces gars, vous leur dites que voilà vos limites, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Ce qui dérange, c'est parce que ils sont d'abord recrutés à la va-tout et puis il n'y a pas un test qui les encadre. Et moi je suggérerais au MINAT, c'est pas toujours, c'est vrai. Nous allons faire des propositions tout à l'heure. Toujours, c'est bien. Nous allons faire des propositions tout à l'heure. Mais il faut aussi des solutions. Ok. Non, on ne peut pas. On ne peut pas dire. C'est moi qui aura des propositions tout à l'heure. Oui, parce que c'est votre militant, s'il vous plaît. Non. Ok. On ne peut pas dire que un ministre de la... Permettez-moi, monsieur. On veut du chaud. Permettez-moi de vous dire. Non, on ne peut pas dire qu'un ministre de l'administration territoriale... la parole, mais avec si vous continuez à parler, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Comment vous pouvez la passer à quelqu'un d'autre si c'est le Alors, problème. Ferdinand Kungu, mais quand même, là, M. Somba soulève quand même que cette activité-là peut être encadrée. On peut revoir, peut-être, parce qu'en réalité, ces gars sont également utiles pour la société. Moi, je veux le dire, j'ai fait un déménagement une fois, il y avait beaucoup de choses à apporter et en un laps de temps, lorsque vous appelez ces gars-là, ils vous font un travail excellent. Bon, maintenant, est-ce on ne doit pas revoir, n'est-ce pas, recadrer, n'est-ce pas, cette activité? Apollinaire, il y a des sociétés spécialisées dans le déménagement et la logistique, n'est-ce pas, qui sont d'ailleurs agréées par l'État, qui sont des contribuables connus.
il y a une différence entre faire un déménagement, parce que quand on exécute une décision de justice, nous ne sommes pas en train d'aller faire un déménagement. Ouais. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, d'après le droit et la loi, De sortir. vous devez sortir par les moyens de droit. Kungu, vous êtes un homme politique, vous avez face à vous un journaliste qui vous a posé la question d'un journaliste. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'on ne peut pas recadrer, n'est-ce pas, ces Je jeunes suis en train de qui se répondre. battent également dans la Je suis en vie. train de répondre à Mais votre question. peut-être ce que vous dites est également clair, que à côté, n'est-ce pas, peut-être de déménagement, il y a peut-être les décisions de justice qui sont mal interprétées Je dis, il est hors de question et hors la loi qu'un individu qui n'intervient pas dans le processus Oui. de l'expression de la justice se retrouve impliqué dans un des actes de la justice qui est un acte d'expulsion. C'est-à-dire que ça ne s'entend même pas. C'est-à-dire, il y a une différence entre, il y a des sociétés de déménagement, ils peuvent se faire recruter là-bas quand on veut déménager, mais on a une décision de justice, une ordonnance expulsion, et que nous allons exécuter. On sollicite les forces de défense et de sécurité, n'est-ce pas? Et on procède à l'expulsion du monsieur. Si on estime que il va falloir porter justement des choses pour les mettre dehors, on peut donc solliciter une société spécialisée dans la logistique et le déménagement. Ce que vous savez, tout le monde n'a pas assez de moyens. Fiscalement, non. Ces grandes sociétés, vous savez, si vous voulez pratiquer ou bien exécuter les actes de justice, vous vous donnez les moyens. Parce que vous êtes en train de défendre vos droits, vous êtes en train de défendre vos intérêts. Donc on peut donc procéder ainsi, c'est-à-dire qu'on sollicite les forces de défense et de sécurité pour l'exécution. Ouais. On sollicite une société de déménagement qui va aider à expulser et à apporter des choses. Parce que celui qui subit la décision de justice a la contrainte d'obtempérer. Parce que s'il y a un refus d'obtempérer, on peut vous interpeller pendant une ordonnance d'expulsion. Parce que vous vous opposez à l'exécution d'une décision de justice. C'est donc le ministre, et c'est pourquoi le ministre fait cette sortie aujourd'hui, pour parler trivialement comme au quartier. C'est que je gagne un procès, j'ai une ordonnance d'expulsion. Quand je décide de venir vous expulser pour occuper le lieu ou bien pour vider le lieu, je vais voir un groupe de personnes structurées qui font de la musculation, qui ont d'ailleurs très mauvaise presse parfois au quartier, et on les amène chez eux. C'est-à-dire qu'à la place de l'huissier ou du gendarme qui casse la porte, qui porte des choses, qui peuvent donc violenter les occupants, parce que si ceux-ci commencent à faire le refus d'obtempérer, au lieu que le gendarme les fasse interpeller, parce qu'ils sont en train de faire un refus d'obtempérer, un des gros bras peut violenter, ceux-là, surtout s'ils font de la résistance, ils peuvent se servir dans le matériel ou les biens qu'ils trouvent, parce qu'on ne peut pas, comme on dit au quartier, boire le caddie de leur moralité. C'est donc une dérive dangereuse que le MINAT est en train de rappeler à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets qui sont responsables et garants de l'ordre public. Parce qu'il y a déjà eu justement, parce qu'il y a des précédents, il y a déjà eu des situations où on a voulu exécuter des actes de justice où ces gros bras, lors d'une bagarre générale, des gens se sont retrouvés hospitalisés, hein, n'est-ce pas? Ça a créé d'autres effets de droit, puisqu'on se retrouve maintenant entre coups et blessures, vols, que les gens sollicitent donc les sociétés de déménagement qui sont agréées, qui sont des personnes morales. Définitivement fin à cette activité des gros bras. Je vais chuter par là. Je vais me répéter. Dans la structuration de la manifestation de la justice et du droit, n'est-ce pas, il est hors de question qu'un élément qui n'a ni qualité ni quantité s'y retrouve. Et ces gros bras n'ont ni qualité ni quantité. On vous a suivi. Merci à vous, Ferdinand Kungu. François Bikoro, vous brûlez d'envie de réagir tout à l'heure, peut-être avec votre préoccupation, mais est-ce que ici, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Peut-être nous sommes là au niveau de la sortie de ce sujet. Y a-t-il des solutions ou alors on doit tout simplement mettre fin à ces activités des gros bras? Elles ont déjà été mis fin. Donc c'est un faux débat que vous voulez engager. C'est un faux débat. Mais il ne faut pas faire de confusion dans
des esprits des citoyens. On dit dans l'exécution d'un acte de justice, des gens non prévus dans la manifestation de la justice ont été mis à contribution pendant longtemps. Et je vous ai dit que ça peut être du fait de la démission de ceux qui doivent faire ce travail. Le gendarme et le policier et l'huissier de justice. Ça peut aussi être une défaillance du système. À savoir que si on doit aller détruire un quartier, comme il vient de le dire tout à l'heure, je crois que le gendarme n'est pas très compétent dans ce genre de choses. C'est généralement le caterpillar, je ne sais plus quoi. Je crois aussi que quand on fait l'expulsion, on doit s'assurer que l'objet querellé n'est pas en deçà de la destruction qu'on a faite. Si vous avez une maison qui coûte 4 millions et que vous trouvez dans la concession 10 voitures, au nom de quoi vous allez vous mettre à les détruire? Est-ce que ça ne va pas créer un autre problème? On parle d'exécution des actes de justice. On peut prendre aussi au niveau de la famille. Si la justice décide que ma fille qui est en face là-bas, avec qui elle s'est mariée avec mon beau-frère en Europe, et que la justice a dit que c'est le divorce, c'est aussi l'exécution d'un acte de justice. Donc vous allez prendre un gros bras pour aller contraindre une femme de se séparer de quelqu'un alors qu'elle dit qu'elle ne sort pas de cette maison-là. Je crois qu'il faut aider les citoyens à faire. Vous avez mis ordre public. L'ordre public est un élément essentiel à la régulation d'une société. Dès que vous laissez les habitudes rentrer dans le subconscient des gens, ils vont croire que c'est la norme. Je vois dans ce pays, la justice décide que vous avez échoué une élection, vous allez prendre les gros bas au quartier, vous commencez à faire des troubles à l'ordre public. On dit que c'est parce que c'est une question de liberté. Un autre coup de main, vous allez entrer dans un restaurant parce qu'il y a eu, peut-être quelqu'un doit 15 000 francs, c'est le propriétaire du restaurant. On vous a dit qu'il doit vous remettre vos 15 000 francs. Est-ce que vous allez pour autant aller prendre des gros bras pour venir contraindre la personne ramassant ses marmites, ses cuillères, ses fourchettes? Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Nous disons qu'il y a des gens qui sont appelés à faire ce travail. Et il ne faut pas confondre ça avec le déménagement. Le déménagement peut être fait même par les membres de votre famille. C'est autre chose. Vous êtes dès qu'on vous a dit qu'on vous expulse, vous prenez des frères de la maison pour vous aider à enlever les choses. Il faut que vous respectiez d'abord la décision de justice. Mais il y a un bémol pour des cas pratiques que nous avons eu à voir. Est-ce que c'était le dernier niveau de la manifestation de la justice? Si la première instance vous a donné raison, il faut donner la possibilité à la personne de faire appel. Et ce que les gens font souvent, c'est qu'avant d'attendre que la justice ait épluché tous les étapes, sachant que ça peut changer contre eux, ils vont donc quérir des gens qui viennent travailler en lieu et place des actants de la justice. Mais nous pensons aussi, comme vous le dites, que si on a constaté que cette activité est nécessaire, il faut encore savoir si les victimes vous ont dit que l'activité est nécessaire. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, dans les mairies, on avait ce type de gros bras et on a décidé qu'il faut les organiser pour qu'ils rentrent en situation de responsabilité. Il faut quelqu'un qui est responsable lorsque ces gens-là vont sur le terrain. Je crois que la loi prévoit aussi que vous pouvez requérir la justice en leur disant j'ai besoin de 2 ou 3 personnes qui peuvent m'aider. Les gendarmes estiment qu'ils ne peuvent pas faire ce travail. Est-ce que vous pouvez me permettre de m'envoyer des gens qui sont aguerris pour le faire? Mais il ne faut pas laisser croire à la citoyenneté que dès que vous êtes fâché par la justice camerounaise, dès que vous êtes en situation de mépris d'un acte de justice, vous devez vous aller créer encore un autre acte d'injustice en faisant le travail en lieu et place de la justice. Merci François Bikoro, nous sommes en train de sortir. Je vous passe d'abord la parole, hein. Madame va conclure. Oui, ici, quand même, nous allons rappeler que ces gars qu'on appelle les gros bras, hein, ce sont des gars qui se battent, vous l'avez dit, nous l'avons dit ici, peut-être ce sport qu'ils font parce qu'ils le font comme pour une distraction, mais est-ce qu'ils gagnent véritablement en faisant ce sport-là pour devenir aussi costauds et gros bras? Ils sont généralement des videurs dans des snacks et autres. Est-ce que c'est vraiment cette activité-là qu'ils doivent faire? Et là, ce sont des jobs qu'ils coupent, c'est-à-dire déménagement et autres. Et lorsque ceux-ci sont affamés,
c'est facile que Madame Morel, comme disait quelqu'un, on dit que quand vous êtes marié à un blanc, vous avez beaucoup d'argent. Ah bon? Vous venez, vous donnez un peu d'argent. Lorsqu'on voit Madame Morel qui vient et vous donne de l'argent, 100 000, 50 000, vous ne regardez plus, vous n'avez plus besoin de regarder la décision de justice. Eux, ils ne font que le travail. D'où la question, est-ce que c'est à eux la faute ou alors ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour véritablement mettre tout le monde d'accord? Je l'ai peut-être dit de manière indirecte tout à l'heure, la faute est partagée. Hein. C'est-à-dire que ce soit ces gars appelés gros bras, que ce soit le législateur, c'est-à-dire la République, parce qu'ils doivent être encadrés, leur activité doit être encadrée par des textes. Ils doivent savoir qu'ils doivent se limiter à tel endroit, ne pas faire telle ou telle chose. Et puis, comme disait tout à l'heure le copénaliste M. Kungu, je reviens à dire qu'il faudrait bien faire le distinguo des choses. Hein. Déménagement et ces activités que ces gars utilisent, dont ils utilisent le règlement, c'est bien chose vraiment bien distincte. C'est-à-dire que je peux avoir une expulsion, quelqu'un sans tête, parfois même vous avez déjà recouru à toutes les instances, la personne refuse, et puis bon, on vous dit, bon voilà, on vous donne des gendarmes, c'est vrai. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux faits qui sont passés tout dernièrement. Moi j'ai vécu un cas là, derrière tes accords Misport, et le cas d'Odja. On parle parfois de déguerpissement. Le cas d'Odja qui fait un peu, c'est-à-dire les gens n'attendent pas que toutes les instances, toutes les étapes de la loi judiciaire passent. Et puis parce que quand une relation ou bien il y a des moyens financiers, c'est beaucoup plus ça. Et puis sinon les gars ont dit un texte, ils sauront que bon, est-ce que quand on m'appelle là parce qu'il y a une décision de justice peut-être à la première instance, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que la personne a déjà été notifiée? Est-ce qu'il peut, toutes les étapes ont été et qu'ils peuvent déjà agir? Ça va les permettre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand le très cher président Congo intervenait là, je disais que quand on est ministre de la République, c'est vrai et c'est bien qu'il a fait d'interpeller, d'arrêter, mais c'est aussi bien de pouvoir donner des solutions parce que les gars qui font ce travail, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Donc il faut toujours, c'est bien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut toujours, faut avoir toujours le chaud et le froid. C'est pas seulement qu'on voit le chaud là, non. Il faut en tant que ministre de la République, puisque c'est le gouvernement qui administre le peuple, trouver des moyens. C'est pour ça que moi j'ai suggéré tout à l'heure que nous avons un parlement bicaméral. Il faudrait certainement que nos élus réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent davantage encadrer, nous sortir des textes qui peuvent encadrer cette activité qui est récemment nécessaire, puisque qui les sollicitent, ce sont des particuliers, généralement ce sont les huissiers de justice, la même crise qui les sollicitent, ça veut dire que c'est un service, c'est une prestation qui est nécessaire. Ok, merci à vous, Madame Morel, rassurez-vous, nous allons sortir avec vous, nous allons prendre quelques réactions des téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le panel. Comment le militant du RDPC et le journaliste militant du RDPC peuvent penser que l'on peut se départir des habits du parti seulement par la force de la nomination et dans le cœur? Alors, peut-on, dans ce contexte, être complètement impartial? Pouvez-vous traiter en toute objectivité le dossier d'emploi d'une ex-épouse ou de la mère de votre enfant, bien que séparé avec elle? Non, ce n'est pas le principe de la neutralité. Il est vrai que sur le plan constitutionnel, il n'y a pas de problème, mais quel est le message? La morale au droit. S'il vous plaît, la morale, elle est où? Il est clair que le chef de l'État a tout simplement déplacé un soldat qui lui est totalement dévoué. Est-ce que nous devons faire un commentaire? Moi, je vais faire un commentaire là-dessus. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais faire un commentaire là-dessus. Vous l'avez déjà dit. Ce téléspectateur n'a pas écouté. Constitutionnellement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre. Le président de la République est dans son élément. Il ne faut pas confondre la morale au droit. Sur le plan du droit de la légalité, le président nomme
aux fonctions du Conseil constitutionnel. Sur le plan de la légalité, sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel est un arbitre dont les actes sont habillés par la neutralité et l'impartialité. Parce que son fonctionnement est tel qu'aucun membre, parce qu'il sera affilié à une famille politique, ne peut modifier des éléments qu'on lui a apportés pour faire gagner son parti. Et j'ai pris l'exemple de Laurent Fabius qui était au Conseil constitutionnel, qui était du Parti socialiste, d'Alain Juppé qui était du RPR. Quand vous voyez les grands juges à la Cour suprême aux États-Unis, ils ont forcément des affiliations sur le plan politique, mais quand ils doivent agir, comme c'est des décisions collégiales, c'est un groupe. Ok. On vous a suivi. Il ne faut pas répondu que si tous sont originaires du RDPC et que nous n'avons pas référé les cas, et là, bon, ça sort. Je vais répondre là-dessus. Le Conseil constitutionnel reçoit un ensemble de documents qui sont servis en copie. Est-ce que vous savez poursuivre au niveau départemental le deuxième réaction, s'il vous plaît, merci à vous. Non, merci à vous, monsieur Somba. Que les gens devraient travailler à gagner des élections que de faire un faux de faire. Vous devez travailler à cette instance neutre. Monsieur, vous ne respectez pas les téléspectateurs? Bon, on les respecte. Ok, permettez-moi. C'est justement pour leur réaction, pour leur édification que nous sommes ici. Bonsoir et bon débat plateau alléchant pour le cas de la militante du RDPC nommée au Conseil constitutionnel. Dites-moi qui n'était pas militant de ce parti avant le multipartisme. 2. Est-ce que cette nomination est anticonstitutionnelle? Pour le problème de la note du MINAT, le ministre de l'Intérieur, dans un État, est le garant de l'ordre public et par conséquent, il a le droit de venir en aide aux faibles que nous sommes. C'est à Djomon, depuis Niété, un coucou donc à Ferdinand, mon frère. Merci. Autre réaction reçue. Toutes mes civilités à votre panel. C'est curieux de constater que c'est à 6 mois des élections que ceux qui ont la charge de nous servir, se rendent compte qu'il y a des poubelles, insécurité, grande criminalité, bref, que tout ce que nous devrions au quotidien existe. Dites à ceux-là que c'est mort. Nous confierons notre destin à celui qui sera à notre écoute. Ils seront conjugués au passé dans bientôt. Chantal depuis Monti. Autre réaction reçue. Bonsoir, monsieur le modérateur. Quel est le rôle de monsieur Bikoro dans tous les médias? Je ne le fais confiance. André Dedea. Quand je suis arrivé au pays, il était parmi les journalistes que j'observais beaucoup et avec un franc-parler terrible. Merci. Il vous parlera, il vous dira tout à l'heure. Bonsoir à tout le panel. La personne n'a pas signé. Autre réaction reçue. Il a encore fait la capture d'écran et il envoie. Ouais, mon petit arrière beau-fils, présent pour le soir, devenu grand. Pourquoi invective tu Kungu du rassemblement des danseurs patouflards à poser des conneries politiques? Bikoro, l'homme aux casquettes multiples, et Nkunkuma, quand les forces de sécurité ont failli à leur mission régalienne pour mieux sécuriser les hommes fragiles de leurs biens immobiliers et fonciers, vous verrez des caciques disposant d'énormes moyens financiers et matériels venir avec des gros bras de la briqueterie faire irruption dans la zone litigieuse. Vous dégagez de manière brutale. Et si mort d'homme il y a, à qui va-t-on s'adresser dans cette nature?
dans cet état de nature. Massok, hein, qui nous écrit, et il continue en disant, ouais, mon cher Kungu, quand un locataire me doit au moins 2 années de loyer et ayant gagné le procès pour expulsion, mais ne disposant pas assez de moyens, penses-tu que je vais m'en sortir si ce dernier met des gros bras devant son portail, devant les forces de l'ordre? Massok Thomas. Autre réaction reçue. Bonsoir, cher panel. Pour ma part, je trouve que l'ambiguïté réside sur la fin du 3e paragraphe. Avec l'accord préalable des autorités administratives, de quelles autorités administratives s'agit-il concrètement, puisque l'on sait déjà que c'est le procureur de la République qui requiert les forces de l'ordre en cas de difficulté. Antoine depuis Berthois. Autre réaction pour sortir. Bonsoir, chers panélistes. Mes félicitations à François Bikoro. Il a clairement répondu à la question. C'est un faux débat. Je me rappelle en 2005, quand ces fous furieux étaient venus nous déloger, et ceci de manière injuste, ils bastonnaient et pillaient tout ce qu'ils trouvaient. Jules, depuis Mvan. Merci à vous, Jules. Alors, nous allons sortir sans permettre aux uns aux autres de réagir. Mesdames, nous sommes donc là, au Cameroun, en Europe, en France, y a-t-il des gros bras? Non. Il n'y a pas de gros bras. Non, il n'y a pas de gros bras. Un huissier arrive avec des gendarmes ou des policiers. C'est l'huissier qui casse la porte, hein, ou le gendarme, je sais très bien. Il fait un constat. Il fait un constat. Et tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Alors, il fait un constat. Il ouvre la porte, il fait un constat, il compte tout ce qu'il a trouvé à l'intérieur. 2 fois, il ne le sort même pas. Il vous laisse la copie si vous n'êtes pas là. Et il vous donne une période, il peut vous repasser pour vous faire vraiment sortir de la maison. Tout comme on ne coupe pas la lumière, l'électricité aux gens n'importe comment, à tort et à travers. C'est vrai. Moi, je voulais dire ceci en ce qui concerne les gros bras. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un métier. Monsieur l'a bien dit, il y a des sociétés sur place qui ont des déménageurs. Il suffit tout simplement que la personne qui a gagné son procès, qui a eu ses gendarmes et ses policiers pour expulser les gens, aille chercher ces gros bras dans la société qui est déclarée. Si on vole quelque chose, au moins on sait que c'est une société qui a fait le déménagement. Parce que quelqu'un a dit quelque chose, parce que je prends une petite minute. Moi, j'habitais à l'hôtel chez mon frère. Et la voisine en face, à 5 heures du matin, je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'entends des cris. J'étais à l'hôtel, 5 heures du matin. J'ouvre le rideau et je trouve cette dame, des gens qui avaient cassé sa maison parce qu'elle habitait une maison dont elle-même, elle n'était même pas... Ils ne sont même pas passés au tribunal. Non, ils ne sont pas passés au tribunal, c'est seulement que la dame a dit que la maison était à son père. Moi, j'ai vu ces gens qui sont venus de la briqueterie, qui ont cassé cette maison. Ils ont jeté cette dame dehors. Je me rappelle, elle avait sa maman, une maman très très vieille qui avait eu un AVC. Et ça m'a beaucoup traumatisée. Je me suis retrouvée avec ces gens. J'ai ouvert la porte, je suis descendue. Je regardais, j'ai dit à ce monsieur, mais attends, vous ne pouvez pas venir casser une porte. Est-ce que vous avez une décision de justice? Et même s'il y avait une décision, est-ce que vous avez des gendarmes? Est-ce que vous avez des policiers? Est-ce que... C'était un dimanche matin. Wow. J'avais pris mon téléphone et j'avais appelé un procureur que je connaissais. J'ai dit, moi, vous comprenez, je viens de l'Europe. Là-bas, c'est pas comme ça que ça se passe. J'avais appelé ce procureur, j'avais demandé, dites-moi. Vous avez pris ça sur vous? Oui, j'ai dit, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Donc, vous comprenez, cette histoire de gros bras, c'est une histoire très très sérieuse, hein, parce que il faut l'encadrer. Il faut tout simplement qu'on encadre, et je crois qu'il y a déjà des sociétés, il faut que ces gens se fassent embaucher. Si vous donnez 100 000 francs à quelqu'un pour venir casser, c'est beaucoup 100 000 francs. Allez donner ces 100 000 francs dans une société qui paie les impôts, qui paie des charges. Non, merci. Merci à vous. Vous comprenez donc
c'est deux fonctionnements différents. Hein. C'est vrai. Et vous savez, vous n'étiez pas la seule. Il y avait les voisins et autres, mais plus que vous venez, n'est-ce pas, de l'Europe, vous avez une certaine culture, vous estimez que c'est anormal. L'huissier que vous avez appelé, c'était... Non, c'est un procureur. Parce que vous savez, il y a déjà eu... Mais il y a donc un souci. Il y a déjà eu un cas de viol, Apollinaire. Il y a déjà eu un cas de viol lors de ce type d'activité. C'est-à-dire que les gros bras qui arrivent et qui cassent la porte, parce qu'on prend parfois celui qui subit la décision par surprise, on trouve la dame en nuisette, parce que c'est tôt le matin à 7h30. Et il y a un petit renégat parmi les gros bras qui est un prédateur sexuel qui bloque la dame dans un coin et qui la viole. Ok. Mais il faut aussi préciser pour ma fille que vous vivez dans une société où toutes les parties prenantes respectent la loi. La loi, oui. C'est ça le problème. Ils ont l'habitude du respect de la loi. On a créé une confiance entre la justice et les auxiliaires de la justice et la population. Ici, là, si on laisse prospérer, ça risque d'anéantir le petit fil de confiance qui demeure encore entre la population et la loi. Ok, merci qui est dit et merci à François Bikoro. Ils sont nombreux à réagir. Hein? Bonsoir, je suis Maël Charot, je suis d'accord de cet ordre public. Merci. Bonsoir, je suis Maël depuis Berthois. Rapidement, hein, nous allons faire plaisir à nous. Monsieur le modérateur, vous avez invité la dame du NMP pour le décor. Donnez-lui aussi la parole pour son avis sur le sujet. Thierry de Mbalmayo, j'espère que vous n'avez pas appelé Thierry, mais puisque tout le monde voit que je vous donne la parole. Oulala. Bonsoir à vous sur le plateau. Le monsieur avec le chapeau sur le plateau dit que les gens devraient travailler pour gagner les élections. Est-ce qu'il peut nous certifier en Mondovision que le RDPCAD a gagné les élections au Cameroun, quand on connaît que les bureaux de vote parfois sont dans les chefferies traditionnelles et nos mamans au village votent village par village pour un dû de 2000 francs par bureau de vote, ou qu'ils sachent que nous jeunes Camerounaises sommes déterminés à les sortir de cette année et nous insisterons auprès du nouveau président de sceller tous leurs biens et rembourser l'argent qu'ils ont volé et pillé. C'est grâce à cet argent que le nouveau président va reconstruire le pays franc Yaya depuis Kousseré. Bon, bonsoir, moi c'est Paul du quartier Olembe. Dans mon quartier, il y a des gros bras. Il nous dit tout simplement qu'il y a les gros bras de ce côté-là. C'est une forme pas qu'aider à déménager. Bonsoir à tout le panel. Concernant les gros bras, parfois, tu as une décision de justice à ta faveur. Ton adversaire ayant des gros bras, des moyens également, va voir donc les gendarmes pour venir t'intimider. On est obligé de faire avec ces gros bras. Mais ça, c'est l'état nature, ça. Il dit que lorsque vous avez... vous saisissez le... Bonsoir le panel. Une décision de justice ne s'applique que par des hommes de justice. Hippolyte, depuis et toi, qui... Voilà. Merci. Je crois que je vais m'arrêter là. Nous avons un deuxième sujet. Nous avons la diaspora sur place. Nous allons parler un peu d'autre chose. Petite transition, on revient tout juste après. Retour sur ce plateau pour donc aborder la dernière ligne droite. Ce soir, nous parlerons donc du retour et investissement de la diaspora camerounaise. La diaspora, qu'est-ce qui coince véritablement notre diaspora, la diaspora camerounaise? Elle a de la peine à rentrer au pays, elle a de la peine à investir au pays. C'est quoi le véritable problème? Je crois que j'ai une ONG qui représente la diaspora ici. J'ai également une dame
qui représente véritablement la diaspora. Madame Morel, d'ailleurs, j'ai cherché Morel, c'est où? Du centre, du sud, de l'est? Je ne sais pas si François Bikoro a la réponse à ma préoccupation. Je ne vous pose pas qui est Morel, mais on peut déjà comprendre. Alors, vous êtes de la diaspora. Oui. Comment voyez-vous le retour et l'investissement, n'est-ce pas, de cette diaspora-là? Est-ce que cela se fait véritablement ou alors il y a des choses qui coincent? Bon. Il faut savoir qu'il y a plusieurs diasporas. Il y a, c'est pas péjoratif ce que je veux dire. Il y a la diaspora positive. Il y a une diaspora négative. Il y a une diaspora inutile. Il faut donc voir, parmi ces trois diasporas, celle qui veut venir investir. Je voudrais donc que nous restons, sans peut-être pouvoir contrôler, n'est-ce pas, votre analyse, mais peut-être sur la diaspora positive. Alors, la diaspora positive, c'est cette diaspora qui est allée en Europe, en France que je connais, pour apprendre quelque chose et revenir. Essayer de développer le pays. Il y a cette diaspora, elle existe. Elle est là. Et le problème, c'est que quand elle arrive, cette diaspora, elle se retrouve dans des problèmes tellement compliqués. On a l'impression que moi je fais partie de cette diaspora, où j'ai travaillé pratiquement toute ma vie, et un jour j'ai décidé de venir avec mes économies, investir et créer quelques emplois. C'est ça la diaspora positive. Donc, le problème, c'est que quand nous arrivons ici, quand cette diaspora arrive ici, on se retrouve devant un mur. Nous avons l'impression que nos frères nous détestent. Le fait d'avoir amené ces économies pour venir investir, ça devient une espèce de guerre. Nous nous retrouvons avec des gens qui nous en veulent, qui nous empêchent même de travailler. Et vous vous retrouvez avec cette diaspora qui est obligée de retourner en Europe. Il y en a, moi je connais beaucoup de gens dans la diaspora qui ont fui, qui tombent même malades, qui font des AVC, parce que vous avez travaillé toute votre vie, vous avez économisé. Dans l'espoir de rentrer chez vous. Au Cameroun. Les trois quarts de temps, c'est une diaspora qui n'achète même pas de maison en Europe. Ils n'achètent pas. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous avez travaillé. Qui souffrent étant là-bas. Oui, énormément. Qui ne se donnent pas une vie de luxe de ce côté-là. Voilà. Et vous rentrez, vous êtes tellement content de rentrer en disant, bah écoutez, moi je rentre chez moi, je vais aller créer des emplois, je vais aller faire ceci. Mais quand vous arrivez ici, les gens ne se rendent pas compte. Nous souffrons énormément. Déjà, nous ne pouvons pas l'eau. Alors, vous souffrez. Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Parce que je crois que la préparation, nous ne nous préparons pas très bien. Parce que nous sommes partis 10, 15, 20 ans. La rigueur qu'il y a en Europe, cette façon de savoir qu'on a besoin de travailler pour vivre. Moi, je ne me vois pas arriver à avoir un travail et appeler mon patron le lendemain pour dire, écoutez, moi, je ne peux pas venir parce que ma mère est malade. Je ne sais même pas si mon patron va le lendemain, je ne sais même pas si je vais revenir. C'est-à-dire que c'est les problèmes que nous trouvons ici. C'est-à-dire que les gens, il n'y a pas de rigueur, en fait. Il n'y a pas, je ne sais pas, la niaque, la rage de trouver chez nous nos frères qui veulent vraiment travailler. Ils trouvent que nous sommes très durs, mais ils ne se rendent pas compte que nous avons tellement souffert là-bas. Gagner de l'argent en Europe, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Donc, nous avons donc ces problèmes. Donc, vous avez d'abord le problème avec vos frères et sœurs, et compatriotes, véritablement, d'une manière générale. Oui. Parce que l'éducation, la façon de fonctionner n'est pas la même. C'est pas la même chose. Pour eux, ils peuvent dormir du matin au soir. Oui. Si, ils peuvent trouver une bière ou alors un verre de matango. Pour les téléspectateurs, c'est la boisson du pays qui nous suivent à l'extérieur, la boisson locale. Mais si ils peuvent s'en sortir là et rester dans la case familiale, il n'y a pas de souci.
Mais par contre, votre éducation, votre culture est bien différente. Parce que c'est une Bien que vous culture- soyez né au Cameroun. Oui, c'est une culture d'entrepreneuriat. Nous sommes des entrepreneurs. Ça dit que nous ne sommes pas des fonctionnaires. J'ai rien contre les fonctionnaires. Nos frères et sœurs ne comprennent pas que si j'ai investi 100 000, je dois travailler pour le payer. Ça veut dire que je dois payer des impôts, je dois payer les salaires, je dois payer le loyer, je dois vivre, je dois payer les études de mes enfants, par exemple, n'importe quoi. Et quand vous avez des gens, quelqu'un, il a un panari. Moi, j'ai eu un employé qui a eu un petit panari, mais il a fait 15 jours à la maison. Et il y a tout. Il était malade. Il avait, Ok, nous comprenons donc Voilà. avec les compatriotes, les frères et Pendant sœurs 15 jours. et autres, oui. Qui fait son travail? Autre pour difficulté, quelle alors? Mais la difficulté, c'est que maintenant, elle est restée 15 jours à la maison. Qui fait son boulot? Ok. Ça dit que moi, qui suis sa patronne, je suis obligée de faire son travail, mais On payer parle son de- salaire à la fin du oui, mois. lorsque j'ai parlé du retour, est-ce que le retour vous est favorable? C'est-à-dire Non. les papiers facilement non, rentrés pas du tout. au pays? Ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile, même quand il faut faire des dossiers. Moi, j'ai cru entendre qu'il y avait ou un député, ou je ne sais pas quoi, de la diaspora, que beaucoup de gens de la diaspora ne connaissent pas. Qui Non, au s'approchent pas de Cameroun, nous. je ne pense pas. pas encore. Pour le moment, Non. au Cameroun. Il y a un député qui a créé une commission pour s'occuper des questions De la Bon, diaspora. Elle a je raison. reviens à vous tout à l'heure. Elle a raison. Oui. Donc, je voudrais, avant de vous laisser, je voudrais que si ces gens-là nous entendent, je vous jure que la diaspora qui rentre souffre énormément. Elle souffre tellement. Je suis en train de vouloir énumérer, hein. Je voudrais passer la parole aux autres. Vous dites déjà, pour rentrer au pays, c'est pas facile, les pas papiers et facile. autres, Oui. c'est toute autre procédure. Alors que vous êtes fils du pays. Du pays, oui. Deuxième des choses, lorsque vous rentrez même, vous réussissez à vous battre, à rentrer, la cohabitation et l'évolution, Très, la très vie avec difficile. les autres, très c'est pas difficile. toujours cela. Maintenant, l'investissement. Si quand même vous êtes battu à rentrer et que vous avez l'investissement, comment ça se passe? Permettez-moi, hein, je ne veux pas vous faciliter votre développement, mais dans ma vie de journaliste, il y a cela quelques années, il y a des Camerounais vivant en Italie et en Allemagne qui sont venus au Cameroun, qui voulaient vraiment investir au Cameroun. Ils sont venus, ils ont vu le gouvernement, et puis il y a des dispositions qui avaient été demandées, qu'on avait demandé, qui devaient être prises, mais malheureusement, à la fin, ceux-ci sont rentrés avec tous les gros projets qu'ils avaient. Je crois qu'ils ont tenu même un forum ou quelque chose comme ça du côté du palais des congrès. Nous avons eu comme ça plusieurs qui sont venus au Cameroun et rentrés avec leurs projets. C'est quoi le problème? Le problème, je crois que le problème, c'est l'intérêt général. Au Cameroun, nous avons un problème de l'intérêt général. Ça veut dire que quand vous amenez un projet au Cameroun, vous voulez créer des emplois. Parce que tout ce que nous faisons, c'est de venir créer des emplois. Hein. Tout à fait. Parce que moi qui ai travaillé toute ma vie, j'ai 60 ans passés, je peux prendre mes économies, je dors dans mon petit appartement et je vends mon argent, c'est interdit. Vous Je le restez fais. même en France. Je reste même en France, je mange avec ma retraite, j'ai une bonne retraite. Je n'ai pas besoin de venir Mais ici. beaucoup ont cet amour du pays. Voilà, je n'ai pas besoin de venir ici à 60 ans, venir dépenser mes économies et ma retraite ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt général. Quand vous faites des dossiers ici, pardon, je ne veux pas que mon voisin du quartier qui travaille me donne un coup de poing. Bref, enfin, quand il faut faire des dossiers, quand vous amenez un projet, la question qu'on vous pose, j'ai quoi dedans? Le mapatisme. Ils font parfois pire, ils essaient même de Qu'est-ce prendre le que ça? contrôle du projet. Voilà. Ou alors on vous le vole même votre projet. Ok. J'ai quoi? Ok, Ça me rapporte je reviens quoi? à vous tout à l'heure, Madame Morel Dieudonné Somba. Nous sommes face à une situation. Nos frères et sœurs qui sont partis, c'est l'espoir. Parfois, financé par l'État du Cameroun, les médecins que nous avons partout en Italie, en Allemagne. Moi, j'ai des camarades qui sont partis et jusqu'à présent qui, pour rentrer ici, je veux dire,
C'est quoi le problème? Retour, investissement de la diaspora. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui coince? En fait, il y a un problème qui se passe, il y a un phénomène qui se passe actuellement au Cameroun. Je pense que personne sur ce plateau ne va me démentir. Je suis dans une administration publique dont je ne donnerai pas le nom. En tout cas, c'est un ministère. L'administration publique où le ministère est en train de se vider. C'est-à-dire, ce qui est plus grave, c'est que même des directeurs. Tu sais que tu as fait une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans plus voir quelqu'un. Il est parti au Canada. Ouais. Il est en Angleterre. Il est. Bon. Et puis, ce n'est pas partout. Il y a un problème. Est-ce que dans tous les secteurs, vous voulez dire, oui, dans tous les ministères, il y a encore l'éducation récemment. Il y a dans tous les secteurs. On se plaignait que et puis, les enseignants nous avons des amis qui vont là-bas. Quand ils arrivent, ils pensent même qu'ils sont nombreux. Ils vous disent que les plus performants même, les plus gradés là-bas, c'est les Camerounais. C'est les Africains. Et beaucoup plus de Camerounais. Ils vous disent même que les seuls Africains qui les rivalisent là-bas, en dehors des Nigériens, sont les Sénégalais. Ouais. Je parle sur le couvert de la dame qui est avec nous. J'avais dit qu'il y a un problème de management. Le Cameroun, c'est vite. Comment donc nous avons une diaspora qui est aussi nombreuse et intelligente à l'extérieur. Et nous... Avec l'amour de la patrie. Et nous continuons à voir nos dirigeants tellement... C'est très peu d'entendre, c'est très rare d'entendre un dirigeant de ce régime à donner de bons qualificatifs à cette diaspora. Hein. Très souvent, c'est une diaspora négative, c'est une diaspora ceci. C'est vrai qu'il y a une minorité, bon là-bas c'est autre, qui font des choses pas très bien. Nous avons, moi ici, nous avons mis ce que nous traitons ce soir, nous mettons la politique de côté, nous mettons ce qui est l'intérêt général. Mais le constat est que, d'abord, les gars fuient, parce que le constat est clair. Quand vous avez quand même un directeur de l'administration centrale au Cameroun qui quitte, avec tous les avantages que nous connaissons, des sous-directeurs, des chefs de service, qui quittent et qui partent. Et quand on menace, quand le ministre de la fonction publique ou bien le ministre menace... Vous me laissez continuer, mais quand même je veux la même... Il y a que parmi ces personnes qui arrivent là, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé de ce côté, qui a voyagé, qui est de ce côté qui a déjà fait 15 ans, 20 ans. Et quand cette personne arrive au Cameroun, vous dites que son salaire, c'est 1,5 million, 2 millions par mois. Et vous dites que, moi, rentrer au Cameroun, et je vous rappelle, là, cette personne qui est partie, on doute même de son CEP ou de son CEPE, vous voyez, mais qui vous dit que vraiment, moi, rentrer, qu'est-ce que je veux faire? Et à plus forte raison, pour vous relancer, un médecin. Nous connaissons la situation de nos médecins. Et qui ici, et puis quand il voit son frère qui se trouve de ce côté-là, il y a quand même ce problème. Malgré tout cela, ceux-là qui sont de l'autre côté décident de rentrer, mais il y a un souci. C'est quoi le véritable souci? Moi, je pense que... Parce que moi, je parle toujours avec mes témoignages. J'ai un ami qui était très proche avec moi au ministère. Quand parce que les menaces que vous voyez, le ministre de la fonction publique, je sais les faire là, ou le MINFI là, quand les gars... Vous chutez. Là, je vais là que je chute. Quand les gars... j'ai eu des plaintes, et des plaintes, je ne peux pas les présenter ici. Mais il y a une dame qui m'a dit, vous voyez, nous voulons tout. Maintenant, elle a fait venir le matériel. Ce matériel est bloqué au port de Douala. D'ici bientôt 2 ans. Tout simplement parce que aussi au Cameroun, lorsqu'elle a commencé, on lui a dit oui, tout va bien. À un niveau, on lui dit non, il faut signer des accords avec, avec quel autre international, là, c'est pas mon affaire, hein, je sais. Et de ce côté, elle trouve que les accords qu'on a signés, il y avait et les virgules et autres, que là-bas, on vous dit que non. La société qu'on vous attribue là, c'est comme si c'est une ancienne société, il faut revoir. Et que, voilà, depuis plus d'1 an, on lui demande des centaines de millions pour, n'est-ce pas, dédouaner, alors qu'au départ, ça ne devait pas se passer ainsi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais, vous comprenez, je voudrais qu'on aille droit au but. C'est quoi? Qu'est-ce qui cause problème à cette
diaspora de rentrer au pays. Pourtant, nous tous, vous et moi, avons quelques amis ensemble qui aiment tellement le Cameroun, qui viennent de temps en temps. Mais véritablement, se venir rester et investir, c'est un problème. C'est quoi le souci? Bon, vous avez été tellement long que j'ai comme l'impression que je devrais faire un commentaire au lieu de répondre à une question. Non, je n'ai pas de commentaire, je vous ai posé. J'ai pris un exemple. Je n'ai pas saisi. Non, c'est moi qui ai la parole en ce moment. Kungu. Je n'ai pas saisi un peu ce que vous voulez que je dise, mais néanmoins, vous voulez que pour ce qui est des questions de la diaspora, souffrez. Allons-y. Je vais être long parce que je fricote avec la diaspora. Une diaspora intelligente et positive, et le Cameroun en a. Il y a des Camerounais qui aiment Paris, je vous donne 3 minutes. Qui aiment leur pays. Je vais être plus long que ça. Non. Sinon, les téléspectateurs ne pourront pas... François Bikoro doit prendre la parole. Et là, vous êtes en train de me couper déjà. Je peux donc dire ici que les retours de notre diaspora souffre dans son retour d'un complexe, n'est-ce pas, que nourrissent ceux qui sont censés les accueillir. Ça, c'est bien. D'une mauvaise foi qui habite ceux qui les accueillent, parce que beaucoup voient un peu leur intelligence heurtée par de nouvelles intelligences qui arrivent. Et là, je vous définis un peu notre société, parce que c'est un problème sociétal. Et c'est nos construits sur le plan sociologique qui font que quand la diaspora revient, elle est diluée au milieu de tout ça. Même les questions de corruption ou de blocage ou de tentative de prise ou de contrôle de l'affaire, c'est des questions sociétales, c'est des questions de mentalité, c'est des construits sociologiques de notre être. C'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il y a une intelligence qu'on n'arrive pas à contrôler, qui est au-dessus de la nôtre, on se braque, soit on essaie d'en prendre le contrôle, soit on essaie de bloquer, soit on essaie de détruire. Moi qui vous parle, voilà, c'est-à-dire que je vous ai dit que je peux être long. Et là, c'est vraiment, c'est Ferdinand Congo qui parle. Parce que quand vous prenez la structuration de l'État, sur le plan de l'incitation douanière, sur le plan de l'incitation fiscale, elle est très bonne. Hein? On allait jusqu'à faciliter la création d'une entreprise avec un guichet unique. On a créé un guichet unique au niveau de la douane. On a créé des facilités pour qu'on vienne solliciter un rabattement auprès du directeur général de la douane, auprès du ministre des Finances. Mais solliciter un rabattement auprès du directeur général de la douane, ou bien auprès du ministère des Finances, pour dire que vous avez, c'est pas encore 4 conteneurs de matériel pour venir créer une clinique ici, que vous serez sollicité après qu'on ait lu le document dans le bureau du directeur général, pour que les gens essaient de venir contrôler votre affaire. C'est-à-dire que c'est des questions d'individus, des problèmes de personnes. C'est-à-dire que c'est un construit sur le plan mental. Et c'est ça qui fait donc que la diaspora, quand elle rentre ici, elle vient tomber dans une sorte de panier à crabe. Ouais. Et ça c'est l'aspect même de ceux qui viennent avec les moyens pour investir. Je vais vous prendre 2 exemples. De moi qui vous parle avec des amis qui sont d'ailleurs des petits frères, à qui je vais d'ailleurs rendre un grand hommage ici. Le président de l'ONG dont je suis le représentant, Charlie Oyenoa, qui est un jeune homme d'Ngomdap, qui est magistrat en Suisse, qui a même déjà pris la nationalité suisse, qui crée cette ONG et qui décide et qui commence à poser un ensemble d'actes. Nous sommes à l'origine des poursuites aujourd'hui contre Ayabachou, parce qu'on voulait opposer les principes aux intérêts, pour essayer de mettre dos au mur les États qui soutenaient directement ou indirectement les porteurs de violences dans le Nozo. Mais on est venu ici avec un ensemble de dossiers. On a pris des ordonnances dans des tribunaux en Europe, avec des documents, des conclusions de l'enquête pour la police fédérale allemande, qu'on a servi à des fonctionnaires qui avaient qualité et quantité pour exploitation. Silence radio. C'est-à-dire qu'à la fin, on vous appelle pour vous dire, mais vous, pourquoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez démontrer à la fin? Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est lui qui reçoit le document, RT, parce que son intelligence ne saisit pas la vitesse avec laquelle vous y allez. Ça, c'est au niveau de Charlie. Nous sommes allés jusqu'à traiter même avec la présidente de la République. C'est vrai, elle est la seule qui a d'ailleurs réagi, parce que bon, même au niveau du Minirex, les gars, on fait la rétention, au niveau du ministère de la Justice, au niveau de la délégation de la Sûreté nationale, alors que nous étions sur un chemin où on voulait les conduire à mettre dos au mur et à mettre les blancs, entre guillemets, face à leur propre conscience, parce que leurs opinions et leurs droits, leur justice condamnent des actes que financent ceux qui habitent chez eux, qui sont actés et codés comme actes de terroristes, mais les gens font de la rétention ici parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, c'est d'un. De 2, pour compléter le gap
Vous avez vu que je suis qui commençait à devenir volubile, un peu nerveux, pour compléter le gap de la crise énergétique. J'ai un ami qui est à Ostende. C'est-à-dire qu'Ostende, c'est la partie hollandaise de la Belgique, parce que c'est à la frontière, qui est venu avec un projet de construction d'une centrale de compression à gaz comprimé pour faire dans les 2500, je crois, mégawatts d'électricité, où il avait le projet déjà monté, avec des Émirats. Lui, il avait déjà trouvé des facilités avec des Émirats qui avaient besoin des accords du gouvernement pour pouvoir venir construire cette centrale et trouver maintenant un B2B avec le gouvernement pour pouvoir l'exploiter, rentrer dans leurs frais. Mais nous sommes arrivés ici. Mais vous voulez rencontrer les ministères, les fonctionnaires du ministère de l'eau. Ils ne sont pas disponibles. Quand ils sont disponibles, ils ont du mal à comprendre le document que vous leur donnez. En fait, ils n'ont pas du mal à comprendre le document que vous leur donnez. Ils ont compris le document. Mais comme ils sont tenus par un ensemble d'intérêts et un lobbying qui est autour d'eux, qui protège les intérêts et les acquis de la production énergétique aujourd'hui, ils se braquent parce que ça aussi c'est un aspect. On a fini par essayer d'approcher le Premier ministre à travers ceux qui lui étaient proches, qui ont plutôt essayé de contacter ces Émiratis. Parce qu'ils ont compris que les gars avaient 64 ou 65 milliards à mettre dedans. Taper au dos. Voilà. Ça, c'est donc, pour conclure, parce qu'on avait à la fin de l'émission, je peux parler pendant 2 heures, parce que j'ai plein de situations comme ça. Pour conclure, c'est un construit sur le plan sociétal, c'est un construit sur le plan mental. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, quand quelqu'un vient de la diaspora, on est d'abord complexé par le fait qu'il sort de là. On est complexé par le fait qu'il peut peut-être apporter une intelligence dont nous n'avons pas la maîtrise. Et on a peur de perdre nos positions, de perdre nos places. Et nous essayons soit de contrôler l'affaire, soit de la bloquer. Parce que certains se nourrissent aussi de la conservation de certains acquis. Merci. Heureusement, vous avez respecté. Pour une fois, il a été scientifique. Pour une fois. C'est un homme objectif. Hein, je le sais, même s'il milite dans un parti politique. François Bikoro, la situation, elle est là, elle perdure. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis que cette diaspora-là pleure et en larmes et demande que quelque chose soit fait. Le président de la République, pas dans un seul discours, plusieurs sorties, a demandé à cette diaspora-là de rentrer et de venir, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, sa science et tout ce que cela comporte au Cameroun, demandant à ses collaborateurs de faciliter la tâche à cette diaspora-là. Mais François Bikoro, est-ce que les choses ont véritablement bougé? Je crois qu'on a un sérieux problème dans notre pays. C'est l'adressage des problématiques. C'est-à-dire qu'on parle des choses sérieuses, des gens qui mettent leur argent au profit, et on vous parle des RDPC, on vous parle de ceci. Ça embrouille la galerie. C'est le côté politique là qui crée les problèmes à ces gars. C'est le côté politique. Donc, Monsieur le Président, quand vous reviendrez, si vous voulez de ces gars, ne parlez pas des questions politiques. Saluons déjà notre jeune sœur. Parce qu'il y a aussi un problème de définition de la diaspora. Vous les confondez avec les migrants. Les migrants économiques. Quand vous voyez cette jeune dame, la première question que vous lui avez posée, c'est pourquoi elle est restée dans la diaspora de la promotion de l'identité. Quand vous êtes en France, vous rencontrez un juif, vous savez qu'il est la diaspora juive. Nos frères ont des questions d'identification. Il faut le dire. Les migrants sont des gens qui partent chercher à leur titre personnel de quoi manger, de quoi faire ceci, de quoi faire cela. Et quand ils ont atteint l'objectif, ils redeviennent des diasporas. Monsieur Fokou Bernard est une diaspora camerounaise au Gabon. Pourtant, il investit au Cameroun. Vous avez 30 millions de Camerounais, ils sont 100 000 en France, et vous dites que le Cameroun a échoué parce que les 100 000 n'ont pas investi chez nous. Alors qu'il y a un réel problème. D'abord, je vais vous rassurer. Par an, la diaspora et la migration camerounaise donnent au moins 100 milliards à ce pays. Il faut faire attention quand vous adressez les choses. Soit par transfert, soit des petits projets porteurs. Plus que les aides occidentales. Voilà. Ça entre dans notre pays. C'est plus dans le social. Non, vous avez dit investissement. Investissement. Il
Faire une maison au Cameroun est un investissement. Oui. Le problème, c'est la situation que vous avez là-bas. Elle est celle de diaspora ou celle des migrants. Nos migrants se battent d'abord pour s'intégrer dans la société dans laquelle ils se trouvent. Et ils trouvent donc le frère qui est ici comme un ennemi ou un adversaire. Parce que ma soeur, dès que vous avez dit Madame Morel. Au village, ça change le comportement entre Madame Atangana et Madame Morel. Tout à fait. Ça change le comportement. C'est cela que quand vous arrivez dans un bureau, vous dites Madame Morel, le gars voit déjà une double identité de procuration de moyens. La fonction publique camerounaise, elle est une fonction publique créée par ces pays dont vous dites qu'il y a la diaspora. Vous oubliez qu'en Guinée équatoriale, c'est la diaspora. La diaspora, oui. Libreville, c'est la diaspora. Nigeria, c'est la diaspora. Notre premier partenaire économique avant que la guerre n'arrive, c'est la diaspora camerounaise-Nigeria. Ça, on l'oublie souvent. Les gens qui gèrent ont souvent aussi peur que l'on fasse des transferts de technologies inadaptés à notre environnement socio-économique. Ce qui gêne, c'est qu'ils proclament qu'ils veulent que la diaspora vienne. Et on les confie à des gens qui sont dans la situation que je viens de noter tout à l'heure. Quand ils attendent Morel, ils se disent c'est bon pour moi. Il faut créer des institutions essentiellement axées dans la compréhension de l'investissement de la diaspora. C'est ce que les autres ont fait. On n'a pas besoin d'être moins que Manu Dibango, qui est resté 60 ans en France en étant camerounais. Mais vous avez vu que quand il a voulu s'occuper des questions de politique culturelle camerounaise, il a rencontré des gens qui le voyaient d'une autre manière. Au point qu'on est allé jusqu'à oublier que notre diaspora, c'est l'heure de la promotion de l'identité camerounaise. Quand les Samuel et Tofis jouent, quand les Tiu jouent, ils sont dans la promotion du label Cameroun qui permet que même si eux ils ne viennent pas directement investir, le Cameroun peut profiter de leur présence mondiale pour quérir un certain nombre de moyens pour investir. C'est leur investissement qui passe par d'autres choses. Donc moi je crois qu'on a un problème de bien élaborer la stratégie pour capter au-delà de 100 milliards par an d'autres choses complémentaires. Mais le problème c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Vous avez une cousine qui envoie pendant 1 an de l'argent pour qu'on lui construise une maison. Vous allez filmer la maison du milliardaire Focho. Vous lui envoyez ça. Quand elle revient ici, accompagnée de son mari, M. Morel, qui décide un matin que j'aime tellement ma femme que je décide de tout amener en Cameroun. Et on se rend à l'évidence que la cousine de Morel qui était à Tangnayer commence à lui raconter des choses qui font que quand il rentre, il ne revient plus. Il y a des comportements comme cela. Je dis que tant qu'on voit la diaspora comme étant celle qui participe politiquement, parce qu'il faut aussi le dire, il y a un type de diaspora qui en fait sont des migrants, qui cherchent à s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles ils se trouvent, parce qu'ils ont des problèmes économiques, et on les confond avec la bonne diaspora dont faisait allusion Madame tout à l'heure, celle qui pense toujours à garder un lien cognitif avec son pays, et qui peut installer dans le subconscient des dirigeants qu'il y a des diasporas que quand elles partent là-bas, elles ne pensent qu'à revenir ici, créons-leur un couloir pour qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. Merci. François Bikoro, rassurez-vous, ce sujet reviendra. Nous aurons vraiment une petite mise en bouche et puis nous allons revenir, peut-être aller un peu en profondeur de ce... Il faut qu'on profite de la présence de Mme Morel, non, je sais que... Je veux donner juste une suggestion. S'il vous plaît. Salutations à quelques réactions. Salutations à tout le panel. Ce qui coince, c'est l'absence d'une politique d'importation des biens, ressources et richesses. La colonisation est appliquée par les puissances qui ont une véritable politique étrangère. La politique étrangère est très importante pour booster le retour des génies. Pour les allègements fiscaux sont très importants. Les allègements des fiscaux sont très importants. La fiscalité, c'est ce qu'il voulait dire. Pour favoriser l'investissement, il faut une véritable promotion du retour des valeurs au service du développement national. Les ambassadeurs et autres représentants diplomatiques doivent pouvoir, sous une certaine impulsion légale administrative, ramener
nos meilleurs éléments à bénéficier de facilités de retour et d'investissement. Je crois que c'est peut-être important également. Très rapidement, mon cher Thomas Massok, ce sera très difficile de tout lire. Hein. Apollinaire, quand nous sommes gouvernés par des dictateurs hantés d'un esprit démocratique, ce serait... bonsoir, monsieur Oumba, très merveilleux panel. J'apprécie vraiment la dame. La diaspora fait face à plusieurs difficultés, la jalousie, la sorcellerie, la volonté politique qui a laissé prospérer une bourgeoisie administrative qui se nourrit de la corruption, une administration à qui on n'a pas appris à créer les richesses. Bonsoir, je demande à la femme qui est à côté, en France, les ouvriers ne tombent pas malades comme les ouvriers ne tombent pas malades. Et puis, je suis vraiment désolé, monsieur le présentateur, je ne comprends pas comment vous pouvez parler d'une problématique si hautement politique sans parler de politique. La diaspora, pour entrer dans la quiétude, doit avoir des garanties qui ne peuvent être impulsées que de la décision politique. Bon, merci monsieur. Je crois que je pose ici tout le temps les sujets politiques, mais il faut également voir qu'il y a des sujets qu'on doit mettre la politique de côté et voir l'intérêt général. Parce que là, ça doit devenir... juste en une mais seconde. c'est terminé. C'est terminé. Juste en une seconde, oui. Il faudrait que ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire le RDPC, là, dans chaque ministère, il faudrait qu'il y ait une direction chargée de la diaspora. Non. Pour qu'ils commencent à réfléchir. Je vous ai alors revenir pour que le sujet va revenir. Merci, monsieur. La population actuelle est très bonne. Merci que les gens changent de mentalité. Merci à vous, les questions de mentalité. Morel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour la première fois, je vous vois avec le rouge à lèvres. Mesdames, Messieurs, retrouvez l'information lorsqu'il sera 19h, ce sera en langue anglaise. Retrouvez également le journal en français lorsqu'il sera 20h. Et puis, nous, on se retrouve demain lorsqu'il sera 17h. À ne pas manquer le débat en anglais avec Jude. Ce sera à partir de 21h. Au revoir.